Je remercie l'organisatrice du colloque, Madame Bourque, de m'avoir invité. Mon nom est Marc Durand. Je vous présente les risques technologiques liés à l'exploitation du gaz de schiste et les coûts, qui seront liés à la période qui suivra l'extraction. Voici une diapo qui montre un terrain en coupe. On y voit 3 puits. Ces puits, une fois la production terminée, sont obturés juste au-dessus de la zone qui aurait été fracturée, qui est illustrée en vert ici, donc c'est la couche du bas. On représente au-dessus environ 1000 mètres, c'est pas tout à fait à l'échelle, mais c'est un schéma. Donc en supposant qu'il y a 1000 mètres de roche de couverture, la nappe phréatique tout en haut est théoriquement non menacée selon les prétentions des industriels qui font la promotion de ce type d'extraction. Mais une fois que la fracturation a été faite, il faut savoir que la couverture qui est présentée ici n'aura plus beaucoup d'efficacité lorsque la corrosion des puits, lorsque la dégradation des coulis de scellement permettra un cheminement du méthane vers la surface. Ça se fera lentement, ça prendra quelques années, mais le méthane pourra forcément trouver un chemin vers les nappes et vers l'atmosphère. Donc la couverture de 1000 mètres ou plus, ça ne compte pas beaucoup quand elle est percée de 20 000 trous. En fait, c'est la qualité d'obturation essentiellement de ces forages, de ces puits après l'abandon qui demeure problématique. Parce qu'il faut savoir qu'il reste en fin de production énormément d'hydrocarbures dans la couche géologique qui aurait été fracturée. On va y revenir un peu plus tard. Alors, dans le comportement mécanique d'un ouvrage, il y a en général une durée de vie technologique. Si vous voulez, par exemple, dans le cas d'un viaduc, c'est plus facile à comprendre. Lorsqu'il est neuf et qu'on l'entretient bien, il a une capacité portante pour des poids lourds. Si après un certain temps, ce viaduc qui devient très vieux se dégrade, on interdira le trafic lourd sur le viaduc, donc la capacité portante aura diminué. Et au bout d'un certain temps, peut-être, il faudra complètement le démolir et le rebâtir à neuf. Pendant ce temps-là, dans les puits, pour reprendre l'analogie, il y a une remise en pression du gaz dans les fractures de shale parce qu'il reste beaucoup de méthane, notamment dans les gisements dont on n'aura fait qu'une extraction très très imparfaite, une extraction partielle en fait, qui laisse sur place au moins 80% du gaz qui était emprisonné à l'origine dans les fractures. Alors pour comprendre le phénomène, regardons un peu en détail comment le gaz est disséminé dans toute la masse du shale. C'est au niveau microscopique, on représente ici une fracture avec des petits grains de sable qui font 1/10 de millimètre, par exemple. Et ce qui est en vert, ce sera le gaz. Ce qui est en jaune, ce sera les hydrocarbures qui sont schématisés ici. Alors, il faut savoir que dans ces micropores, c'est finement disséminé dans la masse et qu'il faut donc aller fracturer le massif rocheux de shale pour réussir à créer l'amorce d'un mouvement de déplacement. Les microbules de gaz et d'hydrocarbures qui seront très très près des nouvelles fractures vont peut-être rejoindre le puits en quelques jours. Ceux qui seront à des distances de quelques centimètres, ça prendra des années. Ceux qui seront à des distances de 10, 20, 30 centimètres, ça peut prendre des siècles. Et finalement, ça prendra jusqu'à des millénaires pour avoir de la migration complète de microbules qui vont se situer à des distances métriques. C'est le même phénomène qui s'est produit pour former les gisements conventionnels, mais ça s'est produit sur des échelles de temps où on pouvait compter en millions d'années. Donc ce phénomène qu'on amorce ici par la fracturation hydraulique, c'est pas un phénomène qui s'arrête à la fin de la production d'un puits. Ça explique aussi qu'on a des vitesses différentes. Les molécules de méthane sont un peu plus petites, donc elles vont arriver un peu plus facilement au niveau du puits. Alors les taux de récupération pour ce qui est du gaz de schiste, c'est de l'ordre de 10 à 20%, tant qu'au pétrole, aux hydrocarbures liquides, aux huiles, en somme, la migration est beaucoup plus lente et à la fin de la production rentable, on a souvent que 1 ou 2% du pétrole présent qui aura migré vers le puits. Si on regarde une courbe de décroissance d'un puits, voici un exemple réel au Québec. Le puits Saint-Édouard a été foré dans les années 2010. Et sa courbe de décroissance en termes de débit est quelque chose de très abrupt. Ça ne se compare absolument pas à un gisement conventionnel. Un gisement conventionnel, on aurait peut-être perdu 5, 10, 15% au gros maximum après quelques années d'exploitation. Le débit se serait maintenu. Ici, à peine en 6 mois, le débit est tombé à 10% de ce qu'il était et on prévoit qu'après quelques années, 2, 3 ans, un puits de ce type n'est déjà plus rentable parce qu'il ne donne que 1/100 de ce qu'il pouvait donner initialement. Donc, ce sont des gisements qui ont des forts débits, un certain débit qui peut être intéressant pour les premières années de production, mais ça tombe rapidement à quelque chose qui n'est plus du tout
dans le domaine de la rentabilité. Pour reprendre cette courbe, mais en la mettant sur une échelle logarithmique, sur le côté du bloc, ici, vous avez les valeurs 1000, 110, etc. La valeur de la pression dans le puits ou la valeur du débit qui sera mesurée. Alors, lorsqu'on amorce une production, on a vu ça dans le diagramme précédent, ce qui est très très près des fractures donne un débit très très élevé. Avec le temps, ça diminue. Et au bout d'un certain nombre d'années, donc, on décide que ce n'est plus rentable, on va fermer, obturer le puits. En obturant le puits, la migration du méthane ne va pas cesser et automatiquement, le puits va être remis en pression. Alors, ce qui m'inquiète, ce n'est pas le gaz qu'on extrait dans le cas de ce type de gisement, c'est beaucoup plus ce qui reste en place. Alors, dans le cas du méthane ou dans le cas du pétrole, les quantités en place sont beaucoup plus importantes que celles qu'on aura extraites et elles vont être la cause de danger, de remise en pression des puits et très probablement de fuite. Quelles sont les activités qui se passent quand on a terminé l'exploitation d'un puits, quand on décide qu'il est plus rentable? Les législations obligent d'obturer ce puits-là par du béton dans la zone qui est immédiatement au-dessus du gisement. Dans notre bloc ici, on monte 3 puits, donc on fera 3 obturations juste au-dessus de la couche où le massif a été fracturé. C'est le volume qui est représenté en vert ici. Alors bien sûr, les portions horizontales des puits et même les portions verticales des puits demeurent en place telles quelles. Le massif fracturé demeure en place tel quel. La restauration se poursuit en faisant une obturation en surface. Bon, ça consiste à découper au chalumeau les tubages d'acier ici et à souder une plaque d'acier. Même ça n'est pas étanche quand c'est neuf, comme le montre l'exemple. Donc, il y a déjà des fuites et ici, on ne parle même pas encore de début de corrosion. Alors, donc, c'est une question qui se pose. La législation d'à peu près tous les pays se préoccupe de l'apparence. Donc, au niveau de la surface, on va imposer une restauration. Au-dessus de cette tête de puits qui demeure en place avec tout le reste du puits, on va tout simplement rajouter 1 mètre de terre, remettre en végétation, et voilà. L'exploitant, en général, est libéré de ses obligations légales quant à la suite des événements. Ça retombe dans le domaine public, tant en France qu'au Québec, cet ouvrage souterrain qui, chez nous, n'est jamais approuvé par un ingénieur. Ça relève d'une législation assez permissive. Que va-t-il se passer dans ces puits? Il n'est plus possible de les entretenir. Il n'intéresse plus son propriétaire qui, lui, a terminé sa période commercialement intéressante. Alors donc, ces puits sont tout simplement laissés dans l'environnement et il y en aura des dizaines de milliers si on fait ici, en France ou chez nous au Québec, dans les zones qui sont ciblées, on a des étendues comparables à ce qui peut se faire aux États-Unis, donc au Dakota, c'est peut-être plus grand là, mais on aura à terme probablement 60 000 puits. Alors même si c'est qu'un dixième de ça, 6, 7 ou 10 000 puits laissés à l'abandon, ça pose un problème et ça posera surtout des coûts pour les générations futures. Pourquoi? C'est qu'on connaît les fuites, on connaît les causes des fuites, même dans des gisements conventionnels. C'est un peu la même technologie qui est là. On a tout d'abord, au moment de la mise en place, ici, entre le coulis qui est mis en place et le tubage d'acier, il y a des vides, il y a un mauvais colmatage, il y a un retrait. Il faut savoir aussi que les puits où il y a fracturation hydraulique sont soumis à des cycles dynamiques, des variations de température. Donc tout ça laisse des vides et ça ne prend pas de très gros vides pour que le méthane puisse fuir jusqu'à la surface. Il y a également, dans la partie où on a remis un bouchon de béton, il y aura aussi un vide au contact du bouchon de béton et de la paroi interne du tubage. Le béton lui-même a une porosité et une perméabilité qui est des milliers de fois plus élevée que le shale ou le schiste qui était là en place. Donc ce sont des matériaux artificiels qui n'ont absolument pas les caractéristiques d'étanchéité qu'avait le roc de couverture avant qu'on vienne y faire un forage. Il y a également la corrosion qui va s'amorcer au travers des tubages d'acier parfois et surtout une corrosion qui se fait le long des nombreux joints. On présente toujours ces tubages comme étant des sections continues, mais il faut savoir que sur 1000-2000 mètres de long, il y aura des centaines de ces jonctions. Et les jonctions par bague d'assemblage, c'est tout simplement vissé. Ça n'a pas un caractère étanche à l'origine. C'est le coulis qui est mis en place, qui en principe assure l'étanchéité, mais ce coulis, on a beaucoup de mal à lui garantir une étanchéité véritable parce que au Québec, 2/3 des puits neufs avaient des fuites. On en reviendra sur les statistiques un peu plus tard. Alors, il faut savoir que dans le coulis, il y aura des vides. Dans le roc également, au voisinage de ce qui aura été le forage, il y aura des vides. Et il est connu qu'une fissure annulaire se propage en général à partir du bas vers le haut, à l'intérieur même du coulis, suite au vieillissement de l'ouvrage et à son utilisation. Donc, un forage, quand on l'utilise ou qu'on fait la fracturation, il y a bien sûr des cycles dynamiques et ces cycles-là aident à faire une propagation des fissures. Il y a également un autre phénomène, c'est tout simplement la présence de gaz qui se mélange au moment de la mise en place du coulis.
Alors, le coulis, il est mis en place à partir du bas. Regardons un forage qu'on vient d'exécuter. On descend le tubage dans ce forage et on procède à l'injection depuis le bas vers le haut. Alors, sur 1000 mètres, 2000 mètres de long, dans un espace d'à peine 1, 2, 3 cm, on espère sceller entièrement ce volume. Dans la réalité, ça n'est jamais fait de façon correcte. Il y a toujours des vides. Le coulis se contracte lui-même d'environ 3 à 6 %. S'il y a présence d'eau, c'est encore plus compliqué. Au moment où le coulis fait prise, l'eau peut s'infiltrer parce qu'à ce moment-là, il est beaucoup plus difficile de maintenir une pression uniforme sur une colonne de coulis de 2000 mètres de long. Donc, dans les zones où le coulis aura déjà commencé à faire prise, il va durcir. Et s'il y a des zones en dessous où c'est encore liquide, bien, dans ces zones-là, avec le retrait, on aura une impossibilité de maintenir une contre-pression pour empêcher le gaz et l'eau d'entrer dans le coulis et de le diluer. Donc, ces dilutions de coulis ont souvent été la cause, comme lors de la rupture de la plateforme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique ou la plateforme Total en mer du Nord. C'est assez courant d'avoir ces grandes catastrophes. C'est spectaculaire. C'est souvent dû à la présence de gaz dans le coulis qui, avant même qu'il ait réussi à durcir, va entraîner la rupture du forage. En dehors de ces grands cas spectaculaires, il y a pratiquement un cas sur deux dans des forages ordinaires où il n'y a pas de catastrophe. Il y a quand même le phénomène de mauvaise mise en place du coulis. Ça laisse des zones perméables. En un gisement conventionnel, ça s'exploite à partir de forage. Le gaz, comme j'expliquais, s'il s'agit d'un gisement de gaz, aura été concentré par la nature dans une roche perméable. Le processus se sera fait sur des dizaines de millions d'années probablement pour que ce gaz arrive à migrer d'une roche-mère. Les hydrocarbures sont toujours produits dans des shales ou des schistes, donc c'est toujours la même roche-mère qui aura fourni ça. Sauf que dans ce cas-ci, ce gaz se sera lentement échappé de la roche-mère et se sera concentré dans une zone où il a trouvé une perméabilité naturelle. Il faut aussi que ce soit ce qu'on appelle un piège stratigraphique, comme sur le schéma. Il faut qu'il ne puisse pas s'échapper complètement vers l'atmosphère. Donc, dans ce cas-ci, on a montré une structure en dôme, techniquement on parle d'un anticlinal, donc il y a d'autres types de structures, mais c'est assez classique d'avoir des gisements d'hydrocarbures conventionnels, pétrole ou gaz, qui sont tout simplement dans des roches très très poreuses et très perméables. Il suffit d'aller donc faire des puits d'extraction, on modifie très peu le milieu, on extrait le gaz ou le pétrole s'il y a lieu, et lorsqu'on abaisse donc cette pression, c'est l'eau souterraine qui vient tout simplement prendre la place de là où étaient les hydrocarbures. Alors il y a assez peu d'impact. Si on veut comparer avec des gisements non conventionnels, revenons tout d'abord pour essayer de quantifier un petit peu ça. Quelle est l'ampleur d'un problème qui se rapporte à un puits conventionnel? Dans le cas d'un puits conventionnel, on peut estimer qu'il y a je montre les 3 tubages concentriques, là. Donc ces forages, ces opérations vont peut-être ébranler, micro-fissurer le roc dans un volume d'environ 1000 mètres cubes. Une section d'1 mètre, un forage 1000 mètres de long, on arrive grosso modo à une quantité de cet ordre. Si on parle d'un gisement non conventionnel, alors pour illustrer les dimensions, je vous ai superposé ça sur le vieux Marseille. Voici un forage qui fait 1200 mètres de profondeur, il y a une extension à l'horizontale qui fait 1600 mètres, tout est dessiné à l'échelle, et on procède à la fracturation hydraulique. Alors la fracturation hydraulique vient créer des nouvelles fissures dans une roche qui était auparavant complètement imperméable. Et ces nouvelles fissures, donc, vont permettre une certaine exploitation du gaz pendant un certain nombre d'années. Mais le volume de roc qui est modifié ici, il est de l'ordre de 50 à 150 millions de mètres cubes. C'est 50 000 à 150 000 fois plus important comme modification du milieu naturel que dans le cas d'un gisement conventionnel. Alors, c'est ça la grande différence. Bien que ce volume soit très grand, il ne se rapporte qu'à un seul puits. Dans la réalité, on aura plusieurs puits espacés à tous les 250 mètres environ et regroupés par 10, ça permet de couvrir environ 4 km². Le but étant d'arriver en continu à couvrir l'ensemble d'un gisement qui, lui, pourra faire des milliers de kilomètres carrés. Alors, en diagramme, quel est le coût ou la rentabilité à long terme d'une exploitation de ce genre-là? Tout va être lié à ce qu'on appelle la durée de vie des puits. C'est quelque chose d'assez peu connu, mais on peut supposer que c'est quelques dizaines d'années au gros maximum. Alors, sur le diagramme, la courbe en vert montre les revenus et la courbe en rouge montre les coûts. C'est une courbe que j'ai établie pour la société. Alors, dans le cas de la TAP Exploration, bien, la société peut récupérer des petits revenus si elle récolte des taxes sur la valeur des permis ou les travaux d'exploration. En période d'exploitation, bien sûr, les autorités vont toucher des redevances et l'exploitant, bien sûr, lui aussi va faire beaucoup de revenus et il y a aussi quelques dépenses d'inspection des puits, etc.
Lorsqu'arrive la fin de l'exploitation, on l'a vu où c'était, dans quelques années, quand le débit ne devient plus intéressant pour l'exploitant, on va fermer le puits, on va le boucher. Et il est abandonné et transféré à l'État. Alors, si on a ce contexte ici, la question est de savoir, ça dure combien de temps un puits bouché? Pendant combien de temps est-ce que ce bouchon en acier et les coulis de scellement qui ont durci, combien de temps vont-ils résister aux pressions avant de donner des problèmes? Bien, c'est statistique, en fait, comme dans tout ouvrage de génie civil. Certains puits, c'est observé au Québec, même 9, il y en avait 5%. En fait, il y en a eu 18 qui ont été fracturés. Il y en avait un, donc, problématique, qui a dû être réparé. Alors, c'est une courbe statistique. Certains vont céder très tôt, d'autres vont céder, le maximum des puits va avoir une certaine durée de vie moyenne, puis certains de ces puits-là vont peut-être résister beaucoup plus longtemps que cette durée de vie moyenne. Alors, cette courbe se vérifie, ce n'est pas des données théoriques. Voici les 15 000 puits qui ont été compilés par Schlumberger et la US Mineral Service. On parle de puits conventionnels dans la région du Golfe du Mexique ici, et on a mis en statistique, en diagramme, quel était le pourcentage de puits qui avaient des conditions SCP, c'est-à-dire des conditions montrant une anomalie, Sustained Casing Pressure. Ça indique en fait que le bouchon n'agit pas comme il devrait et que le puits est en train de se dégrader. Si on n'intervient pas, on a des problèmes. Bien, on voit que pour l'âge 0, ben, c'est 5%. Un puits sur 20 a des problèmes, même 9. Mais si on se reporte à une quinzaine d'années, des puits qui ont 15 ans, 20 ans, on s'aperçoit là, on a atteint et on dépasse 50%. Et la question que j'ai posée depuis 2010 à l'industrie, c'est pourquoi vos puits seraient-ils éternels? C'est-à-dire que même les autres, même les 50% qui résistent encore après 20 ans, pour quelle raison est-ce que ces puits-là dureraient éternellement? Bon, on peut penser qu'au bout d'un siècle ou deux, ce sera 100% des puits qui auront des détériorations. On ne peut pas garantir, on n'utilise pas d'acier inoxydable, on n'utilise pas des matériaux très complexes, donc on n'a aucune idée quel sera le coût d'entretien de ces structures une fois qu'elles seront abandonnées. Un rapport a été établi par le Conseil académique au Canada qui dit que les puits devront être réparés. Les petits rectangles qui partent de vert à rouge, mais quand vous avez un puits, quand c'est vert, il a un bon fonctionnement, et quand il est rouge, il doit être réparé. Alors, une réparation qui aura été faite après 30 ans, par exemple, dans un puits fautif, devra elle-même être réparée 30 ans plus tard, etc. Alors, chacun de ces puits devient un ouvrage problématique et qui va être très, très coûteux à entretenir, et ces coûts d'entretien devront être maintenus pour des siècles et même des millénaires, parce que le phénomène de migration du méthane, c'est un phénomène géologique qui s'étend sur une durée extrêmement longue. On présente les hydrocarbures de roche-mère par rapport au pétrole conventionnel et aux énergies renouvelables comme une espèce de pont. Jamais mensonge n'aurait été plus gros. En fait, passer des gisements conventionnels à des hydrocarbures où il faut faire de la fracturation hydraulique et il faut dépenser de l'argent, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et c'est quelque chose qui, en termes de rentabilité, marque un net retour en arrière. Alors, je vous mets une citation ici pour expliquer que plusieurs ont dit que une grande partie des hydrocarbures dont on connaît la source, devrait rester sous terre pour assurer qu'on ne dépasse pas dans les changements climatiques des valeurs extrêmes. Bien, c'est quelque chose qui peut être résumé par la citation que je vous mets ici. Je vous remercie de votre attention.